Bonsoir à tous. Ce soir, un numéro spécial de Capsule d'actualité où nous allons débattre en fait du premier tour de l'élection présidentielle et nous aborderons aussi le second tour, bien entendu. Donc ce soir, avec nous, nous avons Adeline Guibert, secrétaire générale adjointe du mouvement de l'appel au peuple, en charge aussi des délégations. Bonsoir, Madame Guibert. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Nous avons avec nous Damien Cornu, donc délégué de l'appel au peuple sur la Haute-Savoie et aussi chef d'entreprise. Bonsoir, Monsieur Cornu. Bonsoir David, bonsoir à tout le monde. Et enfin, François Harary, secrétaire général de l'appel au peuple. Bonsoir, Monsieur Harary. Bonsoir David, bonsoir tout le monde. Je rappellerai aussi que nos trois invités sont candidats aux prochaines élections législatives, concernant Madame Guibert et Monsieur Harary sur le département de la Haute-Garonne, concernant Damien Cornu sur le département de la Haute-Savoie. Donc, comme je vous l'ai dit, nous allons ce soir aborder le premier tour de l'élection présidentielle et nous enchaînerons sur une dernière question qui, elle, concernera le second tour et le duel Macron-Le Pen ou Le Pen-Macron au choix, suivant votre âme et conscience. Nous allons commencer par un premier tour de table qui va être très simple, avec une question toute simple. Je commencerai donc par Adeline Guibert. Madame Guibert, en un mot, quel est votre sentiment sur ce premier tour de l'élection présidentielle 2022? Alors, un premier tour très décevant tout d'abord, puisqu'il n'y a pas eu de débat de fond. On a vraiment eu l'impression d'une campagne bâclée. On attendait, je pense, et les Français attendaient plus d'éléments quant à des idées sur leur avenir, quant à des idées sur l'écologie, sur le développement économique, sur la réindustrialisation, sur la sécurité, de nombreux thèmes qui leur tenaient à cœur, et je pense qu'ils n'ont pas eu toutes les réponses qu'ils attendaient. D'accord, merci. Damien Cornu, en un mot, qu'est-ce que vous pensez de ce résultat? Moi, j'ai été un petit peu surpris par le résultat et par l'ampleur du résultat de notre président. Je savais qu'il avait un socle électoral qui était quand même solide, mais je ne l'attendais pas à ce niveau-là. C'est vrai que moi, qu'en Haute-Savoie, là, dans mon village, il y a 3000 habitants. La température que je prends, parce que j'ai un ami qui est en fait buraliste et qui m'a toujours dit les gens sont très en colère, ils ne voteront pas Macron. Et au final, dans mon village, il a fait 30% et autour du lac d'Annecy, il a fait 40%. Donc, c'est vrai que j'ai été surpris par l'ampleur du résultat et le résultat du en fait, président qui est en fait en place. Voilà. Bon, de toute façon, cette année, comme en 2017, tout le monde sera surpris parce que dans notre entourage, on cherchera tous celui qui a voté pour Emmanuel Macron et on ne le trouvera jamais parce que, bien entendu, personne n'aura voté pour lui. Et pourtant, il est premier du premier tour. Mais bon. Et M. François Harary, pour vous, en un mot, alors, que pensez-vous de ce résultat? Très brièvement, c'est à la fois une grande déception, comme Madame Guibert, mais il y a de l'espoir quand même. Il y a de l'espoir parce que l'électorat évolue. Alors la déception, c'est comme Damien Cornu, c'est de voir que ce président que j'estime comme incapable de gouverner, il a réussi à faire le meilleur score et un score en plus tout à fait honorable, hein, en frisant les 30%. C'est de voir Mélenchon, ce tribun qui en fait est un démagogue, arriver à mobiliser une partie de l'électorat, notamment les jeunes. Ça m'a vraiment beaucoup déçu. Et puis, on aura l'occasion d'en parler d'ailleurs. Et puis, par contre, c'est de l'espoir. De l'espoir parce que je m'aperçois que le discours de M. Yannick Jadot, que je connais bien, il ne me connaît pas lui-même, mais je le connais bien parce que j'ai personnellement suivi pendant des années les exploits de Greenpeace. Mais voir que M. Jadot n'est plus écouté, n'est plus entendu, c'est pour moi un message d'optimisme parce que ça veut dire que l'écologie, les gens commencent à comprendre qu'il ne suffit pas de s'appeler écologiste pour faire de l'écologie. Et puis, voir Madame Hidalgo en dessous des 2% et voir la fin d'un parti qui a perdu le contact avec le peuple et le prolétariat notamment, alors qu'ils se disent socialistes, pour moi, c'est un signe d'optimisme. L'électorat a évolué, c'est bon signe, pourvu qu'il continue dans ce sens. Bon, mais je vois que le ton de la soirée est donné. Donc, bon, je vous avais dit en un mot, vous m'avez tous fait ça un peu plus long, mais c'est pas mieux, ça permet de nourrir le débat. Bon, je voudrais juste
juste rappeler concernant l'escroquerie des écologistes de LV Les Verts. Bon, ils font en fait au présidentiel les mêmes scores qu'ils font que d'habitude. Il faut se rappeler qu'ils sont très forts au moment des élections européennes, qui est une élection faite pour eux, mais au moment des présidentielles, je crois qu'il faut remonter à très loin pour trouver un candidat écologiste avec un score à 2 chiffres. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc nous allons continuer sur ce thème des questions-réponses. Et ma première question s'adressera donc à Adeline Guibert et elle va concerner les Républicains. Valérie Pécresse a moins de 5%. Qu'est-ce qui pour vous explique cette chute, Madame Guibert? Et ensuite, est-ce que c'est la fin des Républicains? Alors, tout d'abord, cette chute, je pense qu'elle peut s'expliquer par un manque de positionnement. Manque de positionnement au sein des Républicains, de nombreux tiraillements idéologiques, avec par exemple différents mouvements du style Julien Aubert, plutôt plus à droite, et puis également toute une tranche des Républicains qui se retrouvent, qui pourraient finalement, qui sont très Macron compatibles. Et d'ailleurs, localement, ils le sont, puisqu'on a vu certaines municipales des alliances avec les Républicains. À Toulouse même, M. Moudinque, très grand figure des Républicains, s'est allié avec la Macronie pour gagner ces municipales. Donc, je pense qu'elle paye ça et un manque de sincérité. On a bien senti qu'il y avait un manque de sincérité dans son discours, un manque d'humain presque. On a eu l'impression d'un robot qui s'exprimait et je pense que les électeurs l'ont ressenti. Et est-ce que ceci annonce la fin des Républicains? Ça pourrait effectivement annoncer la fin des Républicains, parce que quel va être leur futur? On s'imagine que pour exister à l'Assemblée nationale, ils vont faire une alliance avec les Républicains, certainement. Donc, à moins vraiment de retrouver un leader charismatique et de refonder une doctrine vraiment qui leur est propre, ils vont avoir beaucoup de mal à exister. Oui, donc, tout à fait. Donc, en plus, d'autant plus que pour nous, bonapartistes, parler de l'échec des Républicains, ça pourrait prêter à sourire si on était à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Bon, ce n'est plus tout à fait le cas, ce n'est plus tout à fait la même chose. Monsieur Cornu, quelque chose à rajouter par rapport à ça? À votre avis, est-ce que vous donnez raison est-ce que Adeline Guibert a raison lorsqu'elle parle de ce flou au niveau, entre guillemets, de la doctrine entre des libéraux, entre des gaullistes, des patriotes sociaux, etc. Bah oui, moi je suis entièrement d'accord avec Madame Guibert. C'est vrai que Madame Pécresse, elle était Macron compatible, donc les gens ils se sont demandé ce qu'elle faisait là. Et puis pour moi, il y a le problème des primaires. Ça, c'est en fait le suicide, hein, ces primaires. C'est mon point de vue. Il ressort toujours en fait le plus mauvais, hein. Je ne voudrais pas citer l'exemple de Monsieur Hollande. 2017, il y a eu M. Fillon. Enfin, vous voyez, c'est en fait toujours la même chanson. Je pense que les primaires sont un véritable suicide. Voilà. Monsieur Harari, effectivement, et je rebondirai donc sur ce que disait Damien Cornu, lorsqu'on est un mouvement qui se dit être l'héritier du général de Gaulle et donc du gaullisme, est-ce que déjà on organise des primaires et est-ce qu'on se comporte comme ils se sont comportés, c'est-à-dire à un moment donné, en devenant ce mouvement de l'élite contre le peuple, alors que des gens comme le soulignait Madame Guibert, Julien Aubert, ont encore ce côté gaulliste, j'allais dire gaulliste social, mais normalement, lorsqu'on est gaulliste, on est aussi social. Et est-ce qu'il y a véritablement une trahison? Et Madame Pécresse le paye, et paye aussi ce côté, Adeline Guibert le soulignait, antipathique, parce qu'effectivement, lorsqu'on regardait ces meetings, on avait l'impression d'avoir en face de nous un robot. Qu'en pensez-vous, Monsieur Harari? Vous savez, ces partis qui se disent héritiers du gaullisme, qui ont été d'ailleurs dirigés par des personnes qui s'en réclament, mais qui n'ont pas respecté le référendum de 2005 et qui l'ont même trahi en lançant le traité de Lisbonne, ces gens-là, ils m'amusent. Et je suis aussi très satisfait de voir l'effondrement des Républicains qui va avoir ce parti va avoir énormément de difficultés pour s'en remettre parce que financièrement, ils sont sévèrement atteints. Beaucoup de plaisanteries fusent sur cette pauvre Madame Pécresse qui a fait une très mauvaise campagne de communication. Elle a été nulle. Eh bien, sur les Républicains, la dette est énorme. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir rembourser les 11 ou 12 millions
sur lesquels ils s'étaient avancés, parce que je ne crois pas qu'ils avaient des ressources. En tout cas, le score de Mme Pécresse prouve qu'ils vont manquer de ressources. Voilà, donc s'il faut parler des gaullistes et des héritiers du gaullisme, eh ben, je peux dire que l'appel au peuple, qui est 5e République compatible, autant que Mme Pécresse et Macron compatibles, nous sommes fidèles à la 5e République, tout simplement parce que lorsqu'elle a été mise en place, cette République avait pour but de donner du pouvoir à l'exécutif, et c'est ça ce que veut le bonapartisme. Une politique sociale, Mme Pécresse a été 5 ans ministre, elle n'a rien fait, une politique sociale et un exécutif fort. Aujourd'hui, on n'a ni l'un ni l'autre. Tout à fait. Bon, je vous remercie à tous les trois pour vos réponses. Bon, et je rajouterai que Mme Pécresse, ben, je lui souhaite une bienvenue dans le club des candidats qui piochent dans leurs économies pour pouvoir se présenter et qui, eux, savent ce que c'est qu'après une élection, d'avoir des petits soucis. Donc, ben, je lui souhaite bienvenue dans ce club que je connais très bien. Donc, nous allons continuer. Alors, cette fois, nous allons changer de bord, entre guillemets. Quoique, sur le côté libéral, on pourrait presque se retrouver avec la personne dont on va parler maintenant. On va parler de Éric Zemmour, que certains ont présenté comme bonapartiste, comme napoléonien. J'ai même vu des tableaux de Zemmour au pont de Barcole. Enfin bon, voilà, donc on va parler de M. Zemmour. Et là, je m'adresserai à Damien Cornu. Donc, Éric Zemmour a été donné pendant un temps 2e, 3e, et finalement, il finit 4e, largement en dessous des 10%. Alors, est-ce que c'est le grand effondrement pour le candidat du grand remplacement? Première question. Et deuxième question, après avoir interpellé, n'a-t-il pas fini par lasser? Oui, je pense que vous avez complètement raison sur la fin de votre question. Effectivement, David, je pense qu'il est parti sur du monothème, l'immigration. Il n'a pas parlé d'autre chose. Et il ne s'est pas du tout adressé à la classe populaire, je pense. Il voulait rassembler les droites. Alors moi, je n'ai jamais rien compris à ce qu'il disait. Il parlait de la droite, de la bourgeoisie patriote. Alors moi, déjà, la bourgeoisie patriote, je ne vois pas trop ce que ça veut dire. J'ai absolument rien contre la bourgeoisie. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un oxymore, mais bourgeoisie patriote, ça ne me parle pas. Et puis, ce n'est pas un candidat de rassemblement. Moi, c'est vraiment, M. Zemmour, je n'y ai jamais cru. Dès le début, je pensais que ça allait dans le mur. Au mieux, il aurait pu aller au second tour. Et dans tous les cas, c'est en aucun cas un candidat de rassemblement. Et ce n'est pas un candidat de second tour pour moi. Voilà. D'accord. Madame Guibert, que pensez-vous de ce que vient de nous dire Damien Cornu? Tout à fait d'accord. Après, il a eu quand même un discours qui était assez lassant, puisque à chaque question, la réponse était « c'est la faute aux immigrés ». Je pense que la majorité des Français n'attendent pas ce style de réponse. Après, bon, il a prouvé que n'est pas Napoléon qui veut. Peut-être qu'au début, il y avait un certain engouement parce que peut-être que les Français, malgré tout, attendent toujours un sauveur qui n'arrive pas. Et ils se sont vite rendus compte que ce n'était pas Zemmour. Je ne vous donnerai pas tort sur cette réponse non plus. François Harary, quelque chose à rajouter pour compléter ce grand effondrement, parce que pour moi, à titre personnel, si j'avais dû répondre à cette question, j'aurais effectivement parlé d'un grand effondrement. Passer de pratiquement 18% dans les sondages à 7%, c'est un grand effondrement. Mais bon, pour les plus anciens, certains ont déjà connu ça avec Jean-Pierre Chevènement en 2002, pareil, ou de la remontada, pour encore reprendre ce terme-là, on était arrivé au grand effondrement en 2002. Mais allez-y, François. Je suis d'accord, on peut parler d'effondrement entre les premiers sondages de l'automne et puis le résultat final. Il a fait lui aussi une mauvaise campagne. Lui qui est journaliste, lui qui est un excellent polémiste, il s'est laissé enfermer par les médias, il s'est laissé piéger sur l'histoire des prénoms dont tout le monde en a rien à foutre. Les problèmes des Français, c'est du social, c'est de la souveraineté, c'est du respect, c'est du travail. Ce n'est pas les problèmes des prénoms. On s'en fout d'avoir Karim ou d'avoir William comme copain. C'est notre pote, c'est notre frère. Donc là, il s'est enfermé et
ça a commencé, il a prêté le flanc et il s'est fait complètement détruire. Moi, quand il me dit qu'il est bonapartiste, c'est vrai que je serais un peu que de l'avis de M. Cornu. C'est plutôt, il est très proche finalement des Louis Philippard parce qu'il s'adresse à une partie de la population. Il dit nous, et puis quand il parle de la droite, tout le monde n'en a plus rien à foutre de la droite et de la gauche. Nous, à l'appel au peuple, on se dit rassembleur de la gauche patriote, de la droite sociale. C'est ça qu'il aurait dû employer. Mais au contraire, il a continué un discours clivant et il s'est mis à dos toute une partie de la population qui ne cherche plus à comprendre qu'il l'écarte avec une image catastrophique. J'espère qu'il y a des gens de l'équipe qui étaient séduits par le premier discours de Zemmour de l'automne, qui n'hésiteront pas à nous rejoindre, parce que nous sommes le vrai parti de rassemblement. On n'est ni de droite ni de gauche. C'est la gauche patriote et c'est la droite sociale que nous voulons rassembler. C'est un discours complètement contraire à M. Zemmour. Bienvenue à ceux qui sont patriotes et qui veulent nous rejoindre. Bon, je vous rejoins tous les trois dans vos propos. Effectivement, moi, je n'ai jamais compris non plus ce terme de la bourgeoisie patriote. Bourgeoisie patriote, je ne vois pas trop ce que c'est, parce que, encore une fois, pareil, si on refaisait de l'histoire, on se rendrait compte que parfois, la bourgeoisie n'a pas été si patriote que ça. Elle a été surtout girouette et qu'elle est allée en fonction de là où le vent tournait. On a pu le voir sous la Deuxième République, le Second Empire, la Troisième République et même jusqu'à Vichy. La bourgeoisie, elle était patriote quand elle sentait que ça l'arrangeait. Bon, mais on va pas aller plus loin. Moi non plus, comme il y a bien connu, je n'ai rien contre la bourgeoisie. Hein. Il y a des bourgeois qui n'étaient pas patriotes. Et contrairement à M. Zemmour, M. Zemmour, là aussi, pour moi, il a voulu faire de la globalisation, on va dire, hein, d'accord, en mettant tout le monde dans les mêmes paniers. Et c'est ça qui, quelque part, l'a perdu. C'est ça aussi qui, quelque part, on en reparlera, je pense, tout à l'heure, a poussé un certain électorat dans les bras de M. Mélenchon. On en reparlera. On en reparlera tout à l'heure. On va continuer à prendre d'autres candidats. Bon, on ne fera pas les 12 candidats avec que certains m'excusent, mais on ne parlera pas forcément d'eux ou alors indirectement, mais ils comprendront très bien. Bon, après, je vous avouerai qu'il y en a certains, comme Arnaud ou Poutou, j'avais absolument pas envie de vous poser des questions sur eux parce que déjà, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il faut encore dans une élection présidentielle en France. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. On pourra faire une brève d'actualité un jour sur l'inutilité des Poutou et Artaud. Monsieur Harari, on va continuer pour vous. Et on va encore faire un saut fantastique. Donc, de M. Zemmour, on va passer au grand parti socialiste. Le grand parti socialiste. Alors, grand, pourquoi? Parce qu'il a une histoire. Maintenant, est-ce qu'il est toujours grand? Vous nous apporterez peut-être une réponse à cette question. Parce que du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. Alors, beaucoup de personnes ont dit ça. Et le PS, c'est un peu ça, non, à votre avis, de Mitterrand à Hidalgo? Oui, c'est aussi une défaite, c'est une déroute, vous le dites, vous le faites comprendre, David. Madame Hidalgo, c'est pareil, elle n'a pas compris ce qui lui arrivait, elle a fait une très mauvaise campagne, elle a cru s'adresser aux bobos parisiens qui votent pour elle, et ils ont le droit, je respecte leur choix, mais la France, ce n'est pas les bobos parisiens, la France, c'est toute une série de zones rurales, c'est des petites villes provinciales, c'est des villages dont certains d'entre nous, autour de cette table, faisons partie. Madame Hidalgo n'a pas su parler au peuple français. Et puis, on va reprendre les années Mitterrand. Quoi qu'on pense de M. Mitterrand, c'était quand même un homme qui avait la stature d'un chef d'État. Moi, je n'ai jamais voté pour lui, mais j'avais du respect pour lui. Et il a quand même représenté la France au niveau international de manière tout à fait remarquable, hein, on peut le dire. Par contre, Madame Hidalgo s'est enfermée dans des promesses stupides. Souvenez-vous, au début de la campagne, doubler le salaire des enseignants. Moi, j'ai des enfants qui sont enseignants. Ils savent très bien que quand on leur dit on va doubler votre salaire, on se fout de leur gueule. On se fout de leur gueule. Et Madame Hidalgo, elle s'est foutue de la gueule des Français. Eh ben, les Français lui ont rendu la monnaie de sa pièce. Alors, il y a quelques bobos qui sont à l'origine des 1,7%. Moi, je suis content et j'espère surtout qu'à Paris, ils vont éloigner cette femme qui n'a jamais bossé dans le privé, qui ne sait pas ce que c'est que de bosser dans une entreprise et qui nous parle d'écologie et de réindustrialisation. Elle a au moins de l'humour.
Ouais, on est bien d'accord. Et puis si un jour on m'avait dit que le prix du gasoil serait plus élevé que le score d'un candidat socialiste à la présidentielle, je ne l'aurais jamais cru. Mais c'est arrivé en 2022. Oui, c'est Excusez-moi pour ce petit trait d'humour, mais j'y ai pensé ce matin en allant faire mon plein qui m'a fait très mal d'ailleurs. Madame Guibert, est-ce que vous ne pensez pas que le Parti socialiste a un peu envoyé Madame Hidalgo au casse-pipe, si je puis dire? Parce que c'est bizarre. Il n'y a eu aucun homme prêt à être candidat. Bon, François Hollande, on n'en parle pas, vu la piètre image qu'il avait laissée, mais je pense qu'il y avait peut-être d'autres hommes politiques. Alors, je ne fais pas ça par misogynie, mais je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas plutôt envoyé Anne Hidalgo au casse-pipe? Et comme ça, en se disant, nous, derrière, on récupérera les choses et on pourra reconstruire. Bon, là, ça va être compliqué de reconstruire sur des ruines. Le Parti socialiste, j'ai une pensée pour eux, ressemble plus à Mariupol qu'au château de Versailles à l'heure actuelle. Que pensez-vous de ça? Et vu que vous êtes du Sud-Ouest, tout comme moi, ne pensez-vous pas que Mme Delga aurait fait une meilleure candidate que Mme Hidalgo, quitte à sacrifier quelqu'un? Bon, après, ça, je pense que n'importe quel autre candidat aurait fait mieux que Madame Hidalgo, vu le faible score. Et je vais rebondir sur ce qu'avait dit François. Non, même à Paris, elle a fait un très faible. Même les bobos parisiens n'ont pas nécessairement voté pour Hidalgo, puisque je crois qu'elle a fait qu'1,8% sur Paris. Donc, pour la maire de Paris, c'est quand même un score qui est. Elle devrait se poser des questions par rapport à ça. Un autre candidat, il n'y en avait peut-être pas, justement. Je pense que le Parti socialiste, il souffre de figures. Il n'y a plus de Mitterrand à l'heure actuelle au Parti socialiste. J'en vois pas, en tout cas. Est-ce que Mitterrand était socialiste? Mais ça, c'est une autre question. Oui, on peut se poser la question, effectivement. Non, après, il y a toujours le PS, ils agissent, ils réfléchissent après, parce qu'ils n'ont pas compris que le premier tour était terminé et ils appellent maintenant au rassemblement. Alors, ils payent, là, un peu comme les Républicains, ils payent leur division parce que le rassemblement, il ne se fait pas après le premier tour, il se fait avant. Ils ont pas su, pour moi, se rapprocher des Verts, se rapprocher de Mélenchon. Ils auraient dû avoir une réflexion plus poussée par rapport à certaines alliances. Oui, mais lorsque ça fait des années que vous ne représentez plus le peuple, on va dire les classes sociales, les petites classes sociales, entre guillemets, c'est pas péjoratif, comment vous voulez ensuite vous allier avec Mélenchon ou d'autres? Et pareil, mais on reviendra sur Mélenchon, mais par contre, on a aussi, et là, je tire un peu mon chapeau à Carole Delga dont je vous parlais, qui a une position ferme sur ce qui concerne la laïcité, et c'était un peu compliqué pour une Carole Delga, par exemple, de s'allier avec un mouvement que je qualifierais d'islamo-gauchiste. Donc, à un moment donné, les alliances peuvent être compliquées, même pour eux. Oui, tout à fait. Mais après, on a constaté que finalement, la gauche, elle était plus représentée par Mélenchon à l'heure actuelle que par le Parti socialiste. Vous me posiez la question, est-ce que Carole Delga aurait fait une meilleure candidate? On ne le sait pas. C'est vrai qu'elle avait peut-être plus de charisme. Elle a un bilan, notamment en Occitanie, qui est certainement meilleur que le bilan d'Hidalgo sur Paris. Peut-être. Carole Delga, pardon. Présidente de région Occitanie, oui. Voilà, nous la connaissons bien, c'est notre présidente de région, pas pour toi, pas pour vous, Monsieur Cornu. Mais Carole Delga, on parle d'elle pour la relève du Parti socialiste. C'est une femme qui est intelligente, qui sait séduire, mais qui reste une socialiste. Et quand vous avez des gens qui arrivent, comme Benoît Hamon aux dernières élections de 2017, en vous promettant le revenu universel pour tout le monde, en oubliant que Mme Bettencourt, elle n'en avait pas forcément besoin, et qui vous promet ça, mais le peuple français ne le croit pas. Ils savent que ce sont des mensonges démagogiques. Il y a des possibilités d'améliorer les choses, mais arriver en prenant les gens pour des imbéciles, c'est-à-dire dire aux professeurs, on va doubler votre salaire si on est au pouvoir, et les gens n'y croient plus. Ils disent à qui on a affaire? Ces gens-là vont nous gouverner. On a déjà eu Hollande, ça suffit. Ça suffit. Pauvre Mitterrand, il doit se retourner dans sa tombe. Lui qui croyait aux forces de l'esprit. Tout à fait. Mais encore une fois, Mitterrand était-il socialiste? Ce sera peut-être un sujet de philosophie au bac de l'année prochaine, on verra.
Monsieur Cornu, qu'en pensez-vous? Parce que moi, je me suis laissé dire que les marmottes à Haute-Savoie, quand elles ont appris qu'Anne Hidalgo était candidate, elles sont reparties hiberner. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je n'en sais rien, monsieur Saforcada. Non, moi, ce que je pense, c'est que les socialistes, ils ont un gros problème, c'est qu'ils ne sont plus socialistes, en fait. C'est ça le problème. Et ils ont complètement oublié le peuple, c'est ce que disait Madame Guibert, en fait. Ils ont vraiment délaissé les classes populaires. Et pour moi, le dernier grand socialiste, c'est Clémenceau. Voilà. Et c'était un grand chef d'État. Et pourtant, il a érupté toute sa vie contre l'Empire, contre les Bonapartes. Mais quand il a été aux manettes, il a gouverné comme un bonapartiste. Donc, pour moi, le dernier grand chef d'État socialiste, c'était Clémenceau. Après, il y a eu Blum aussi avec les réformes sociales. Ça a été très, très bien. Mais lui, il a oublié qu'il fallait armer la France. Voilà. Donc, je pense que le problème des socialistes, c'est qu'ils ne sont plus socialistes. Voilà. D'accord. Je pense que ça leur fera plaisir, mais ne vous inquiétez pas, on leur dit. Nous qui sommes en Haute-Garonne, on leur dit fréquemment parce qu'on est encore un des départements socialistes. On a un des derniers députés socialistes qui est sur la Haute-Garonne, donc en espérant qu'il sera battu par François Harary cette année. On verra bien, on verra bien. Monsieur Harary, justement, de transition, une question que je vais vous poser en premier qui va concerner Monsieur Mélenchon. Donc, Jean-Luc Mélenchon a fini 3e avec 20% des suffrages. Est-ce qu'il y a 20% d'islamo-gauchistes en France aujourd'hui? Et quel est pour vous le secret de cette remontada? Je pense que M. Mélenchon a fait dans la forme, mais aussi dans le fond, une excellente campagne. Alors, tout le monde dit que c'est un tribun. Bon, moi, je pense que c'est un artiste de la manipulation. Mais il ne s'est pas adressé seulement à une partie des Français qui se cherchent parmi les jeunes, parmi les musulmans, on pourra en reparler, qui se sentent menacés. Il s'est adressé aussi à pas mal d'intellectuels. Moi, j'ai un ami très proche qui sort d'une des plus grandes écoles de France. Il me dit « Mélenchon, admirable tribun ». Le jour où il a fait son discours avec le sketch « Faut pas voter Marine ». Voilà, c'est un sketch, on peut se laisser avoir, mais moi je dis c'est un manipulateur. Cet homme, il a utilisé des messages pour se rallier les jeunes et pour se rallier une partie des musulmans qui se sentent un peu oubliés dans ces élections. Et il a bénéficié en fait du phénomène, pas de Marine Le Pen parce qu'elle était plutôt prudente sur ce plan-là, mais du phénomène Zemmour. En fait, Zemmour, avec 7%, il a augmenté les voix qui sont passées chez M. Mélenchon. Donc son électorat, il est maintenant, c'est sa cible prioritaire, c'est les jeunes un petit peu paumés qui se cherchent et qui ne trouvent pas de représentants et qui imaginent qu'un tribun, quelqu'un qui parle fort et haut de gauche, peut sauver la jeunesse. C'est une grosse partie des musulmans qui se sentent aussi oubliés. Et puis, c'est quelques intellectuels qui disent finalement, le socialiste, c'est lui. Madame Guibert en a parlé tout à l'heure. Elle a dit les socialistes n'ont pas compris que c'était Mélenchon qui représentait la gauche aujourd'hui. Si gauche il y a vraiment, je ne crois pas dans ce type de clivage, je crois que dans le peuple français. Madame Guibert, donc François nous a parlé donc de ce vote pour les jeunes, de ce vote communautaire aussi, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Mais à votre avis, est-ce que Jean-Luc Mélenchon n'avait pas aussi d'autres recettes pour séduire, même au niveau des classes supérieures et autres, qui parfois ne sauveraient pas forcément, alors pas l'électorat de la gauche, mais l'électorat de cette gauche-là que veut représenter Jean-Luc Mélenchon, cette gauche qui a phagocyté le Parti communiste, malgré que M. Roussel ait quand même fait une belle campagne lui aussi. Oui. Donc, est-ce qu'à votre avis, est-ce que Jean-Luc Mélenchon n'a pas su aussi jouer sur d'autres thèmes que certains ont abandonnés, ou certains, notamment celui des retraites, où on a eu affaire à des propositions très, très libérales, et de la part de M. Macron, et de la part de M. Zemmour, la seule qui tenait la dragée haute à M. Mélenchon sur les retraites étant Marine Le Pen. Et Adine Guibert, qu'en pensez-vous? Je pense qu'en fait, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon est un tribun, mais lorsqu'on regarde tout de même son programme, il avait tout de même un programme très intéressant pour attirer
les jeunes et les moins jeunes. Un programme écologique qui était vraiment très travaillé et très détaillé. Je crois qu'il était le seul à parler de ce que nous appelons France sur mer, le projet France sur mer, donc l'utilisation, la protection de nos territoires maritimes. C'était un des seuls à en parler. Et je pense que les jeunes avaient besoin d'un projet d'avenir et son programme avait cette vision d'avenir. Il ne faut pas oublier également qu'il était le seul, effectivement, à revenir à une retraite à 60 ans. Et curieusement, ça a interpellé dans les jeunes cadres, certaines personnes de gauche. Il ne faut pas négliger ce point. Moi, j'ai été très surprise d'entendre certains de mes collègues qui sont cadres, ingénieurs cadres, qui s'orientaient vers Jean-Luc Mélenchon parce que c'était le seul qui proposait la retraite à 60 ans. Et je pense que ça a été ces personnes se sont orientées vers Jean-Luc Mélenchon pour ça, et également à cause forcément d'une absence du Parti socialiste qui avait ni le charisme, ni les idées. Ouais, en fait, il est quand même drôle, si on peut dire, déjà, dans un premier temps, de se rappeler que Jean-Luc Mélenchon vient du Parti socialiste. C'est un pur produit du Parti socialiste. Il est quand même drôle de voir Jean-Luc Mélenchon, représentant du peuple et des travailleurs, lui qui n'a jamais travaillé. Non, mais voilà, c'est quand même. Ce sont encore des subtilités de gauche que parfois on a du mal à comprendre, mais voilà. Mais par contre, effectivement, Jean-Luc Mélenchon est un de ceux qui a le mieux parlé, en tout cas dans son programme, de ce que effectivement à l'appel au peuple, vous nommez France sur mer, hein, ce développement des outre-mer. D'ailleurs, je vous signalerai qu'il finit premier dans tous les départements d'outre-mer, sauf à Mayotte, d'accord. Donc ça veut dire quand même quelque chose. C'est aussi un des seuls qui s'est penché sur le sujet de la francophonie. Alors, malheureusement, la francophonie version créolisation, on va dire, et non pas une francophonie forte qui dépasse le thème de la culture, bien qu'il ait abordé lui aussi ce thème-là, que la francophonie doit être plus que de la culture. Mais voilà. Et Damien Cornu, votre sentiment sur cet effet Mélenchon? C'est sûr que c'est un grand orateur. Ça, déjà, c'est un point qu'on ne peut pas négliger, effectivement. Et puis, effectivement, il y avait une dimension sociale. Il a quand même parlé aux gens et il a touché le cœur des gens. Quand les autres parlaient que de réduction, enfin de réforme des retraites, je dirais de casse sociale, lui, il est allé dans une autre direction. Je pense qu'il y a des choses à prendre quand même chez en fait, M. Mélenchon, quoi, sans en fait tomber dans le gauchisme et dans l'islamo-gauchisme, bien évidemment. Voilà. Donc, il y a des enseignements à tirer de sa campagne. C'est une évidence, quoi. Monsieur Son Harry, argument… Pardon. Non, allez-y, vous vouliez rajouter quelque chose? Son argument de début de campagne, je me souviens, c'était de dire « Nous, LFI, la France Insoumise, nous avons un programme. Lisez notre programme. Les autres n'ont pas de programme. » Et c'est vrai qu'au niveau structure de ces discours, il y avait un programme derrière. Adeline l'a parfaitement rappelé. Et dans son programme, moi, j'ai lu, et c'est là où les gens qui, comme dit Damien, sont attirés par le vide socialiste et par un discours social, que nous avons d'ailleurs, je dis, attention, M. Mélenchon était le seul candidat, avec M. Jadot, mais il n'est pas arrivé à 20%, à prôner l'abandon du nucléaire, alors que le monde entier, la moitié de la planète va se placer sous l'énergie nucléaire, la Russie, l'Inde, la Chine, les États-Unis. Et M. Mélenchon veut que la France, qui était leader dans ce domaine, abandonne le nucléaire. M. Mélenchon insulte l'armée, insulte la police. Il n'a jamais fait son service militaire. Il n'a pas le permis de conduire. Lui, il n'a pas passé le permis de conduire. Comment il peut se poser la question de Madame Hidalgo et finalement son score est inférieur à celui du diesel? Il passe jamais à la pompe. Il ne passe jamais à la pompe. Et M. Mélenchon, n'oublions pas, c'est l'homme qui prône la 6e République, c'est-à-dire un retour à une espèce de constitution républicaine qui nous imposerait le pouvoir à l'Assemblée nationale et plus du tout le pouvoir au président de la République, qui est le vrai chef de l'État. C'est dangereux. Ça risque de nous ramener
à la 4e République avec, aujourd'hui, dans les conditions actuelles, l'appauvrissement des Français et l'affaiblissement de la France. Alors, je rebondirai effectivement. Alors, M. Mélenchon, effectivement, fait partie de ceux qui prônent la sortie totale du nucléaire. Bon, heureusement, c'était sa dernière campagne et c'était son jubilé. C'est peut-être pour ça qu'il a été très bon. Il savait que c'était sa dernière, donc il a tout jeté dans la bataille et ça a failli porter ses fruits. Mais bon, sortir du nucléaire, ça aurait été un peu dommage pour lui, parce que déjà, je ne sais pas comment il aurait fait. Moi, je ne sais pas si vous avez vu cette image, où vous le voyez faire un discours et puis il a un radiateur à ses pieds, un gros radiateur électrique, hein, bien entendu. Hein. Donc, il aurait été un peu embêté. Et ensuite, comment il aurait fait pour faire ses campagnes holographiques, hein, comment il peut faire sans électricité nucléaire. D'ailleurs, moi, ce sujet, il m'a fait très peur, hein, parce que lorsque je l'ai vu en meeting holographique, pardon, excusez-moi, j'avais l'impression de voir le sénateur Palpatine de la Star Wars, vous voyez, hein, devant le Sénat galactique, en train de dire « La République, c'est moi ». Et après, on sait ce que c'est, on sait ce qu'a fait Palpatine de la République. Heureusement, Jean-Luc Palpatine Mélenchon ne sera plus là aux prochaines élections, mais qui sera son remplaçant. Si c'est M. Bompard, fuyons. Si c'est les autres, fuyons aussi. Mais bon, c'est voilà. Mais je voudrais revenir sur quelque chose d'important, qui pour moi est très important, parce que lorsqu'on se présente à une élection présidentielle, c'est pour être le président de tous les Français, ceux qui ont voté pour vous, ceux qui ont voté contre vous. Mais donc, c'est être le président de l'unité nationale. Et on s'est rendu compte que donc Jean-Luc Mélenchon, 70% des Français musulmans auraient voté pour lui, parce que 70%, c'est le chiffre qui nous est donné. Est-ce qu'il est vraiment vérifiable ou pas, ou est-ce que c'est sorti de l'isoloir que l'on a posé et qu'on a pu faire ce sondage? Mais est-ce que pour vous, M. Mélenchon a-t-il joué sur le communautarisme, a-t-il joué sur l'islamisme? D'ailleurs, c'est pour ça que l'on dit que c'est un islamo-gauchiste. Je pose la question à tous les trois. Celui qui veut répondre en premier, il prend la parole. C'est indéniable. Il s'est rendu compte qu'il y avait une partie de l'électorat qui était oubliée. On a parlé des jeunes qui votent de moins en moins. Là, il est allé chercher les jeunes et beaucoup de jeunes confessent, avouent, reconnaissent qu'ils ont voté pour la France insoumise. C'est exactement pareil pour les musulmans. 70%, heureusement, ne représentent pas tous les musulmans, mais ça représente cette partie de nos compatriotes, de nos concitoyens qui votent, qui sont français et qui se sentent oubliés et parfois menacés. Moi, je lance encore une fois cet appel en disant « Français de toutes origines, si vous aimez votre patrie, rejoignez l'appel au peuple. Nous ne faisons aucune différence avec personne. On veut rassembler les patriotes de gauche et les gens de la droite sociale pour essayer de faire avancer ce pays, notamment économiquement, ce qui permettra de faire du progrès social. » Et c'est ce discours-là que Mélenchon a tenu un petit peu à la partie musulmane de la population française. C'était un beau coup, il a réussi. Est-ce qu'à votre avis, Damien Cornu, est-ce qu'il n'a pas joué justement sur le sentiment d'islamophobie qui pour moi n'existe pas en France, hein, est-ce qu'il n'a pas joué de ça, et donc est-ce qu'il n'a pas joué du communautarisme, et est-ce qu'il ne s'est pas fait le porte-parole dans ce cas-là de ces associations, de ces mouvements proches des frères musulmans, des salafistes, etc., qui jouent de la victimisation et qui essayent de s'approprier nos concitoyens de confession musulmane pour les empêcher justement, pas pour les empêcher, mais pour les garder dans certains ghettos qui fait un réservoir de voix à cette gauche qui est antéchiste. Oui, je pense, David, que vous avez raison. D'ailleurs, M. Mélenchon, il avait été dans des manifs avec des gens qui criaient « Allah Akbar », donc ça en dit quand même long. Après, je pense aussi qu'il a profité en fait de l'effet Zemmour, en fait, justement. Les musulmans, ils sont allés voter chez M. Mélenchon en croyant qu'ils allaient être protégés par en fait M. Mélenchon contre M. Zemmour. Je pense que c'est aussi pour ça que, d'après les sondages, qu'il y a 70% des musulmans qui auraient voté pour M. Mélenchon. Voilà. Moi, je tenais à rajouter qu'en fait, même si apparemment 70% des musulmans, des Français musulmans ont voté pour Mélenchon, 70% de ces musulmans ne sont pas des islamistes. Donc, pourquoi se sont-ils dirigés vers le vote Mélenchon?
Alors, il y a eu certainement cet effet Zemmour qui a provoqué, je pense, chez eux une réelle peur. Et comme le disait François Harari, nos compatriotes musulmans, ils sont français avant tout. Et ça, aucun candidat, je pense, n'a su leur parler dans ce sens. Donc oui, effectivement. Donc, j'espère et je pense que l'appel au peuple a justement, notamment pour les prochaines législatives, un message à faire passer à ce sens-là, un message de rassemblement pour tous et non pas d'exclusion. Je pense que ce sera un message qui permettra j'allais pas de pointer du doigt ni de montrer du doigt, mais de mettre en avant tous ces Français de religion musulmane qui sont des exemples, même pour des Français de souche, si je puis dire, qui sont des exemples qu'on connaît très bien les 10% qui islamistes ou autres, on les connaît. Ceux-là, il n'y a plus besoin d'en parler. Au contraire, il faut tirer vers le haut tous nos concitoyens et arrêter de les ghettoiser comme le fait aussi bien M. Zemmour, mais M. Mélenchon, parce qu'il sait que derrière, il a un réservoir de voix. Si vous le voulez, on va abandonner ce petit tour d'horizon du premier tour de l'élection présidentielle. Alors, encore une fois, je m'excuse pour les Lassalle, pour les Dupont-Aignan, pour les Roussel et autres, pas pour les deux derniers. Eux, je ne m'excuse pas, mais vous avez compris pourquoi. Mais donc, on va se précipiter, si je puis dire, vers le second tour. Alors, on va pas jouer le match avant qu'il ne soit terminé. On va s'attarder un peu sur les deux finalistes, qui, encore une fois, alors on se croirait à chaque fois dans le top 14 ou à chaque fois on retrouve le Stade Toulousain en finale. Bon, là, le Stade Toulousain, je ne ferai pas de comparaison, donc je ne dirai pas qui, pour moi, ça pourrait être le Stade Toulousain. Mais voilà, on a l'impression de revoir toujours la même finale se jouer, en tout cas depuis 2017. Donc, Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. Alors déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce résultat? Et ensuite, qu'est-ce que vous pensez de ces deux finalistes, Madame Guibert? Nous, forcément, nous sommes déçus. Nous n'avions soutenu ni Macron ni Le Pen. Ce résultat, je pense qu'il a été voulu par Macron. Il aurait pu être différent s'il n'y avait pas eu les sondages, je pense. Il y a eu effectivement un phénomène vote utile, mais quelque part, peut-être un vote utile qui nous a préservé peut-être d'un Zemmour au second tour. Donc, c'est peut-être Zemmour-Le Pen. Voilà. Les deux finalistes, bon, ils sont en train de nous faire tous les deux, enfin surtout Macron, des promesses pour essayer d'attirer l'électorat Mélenchon. Donc, soudainement, Emmanuel Macron, bon, il se penche vers les Français musulmans, il parle de social, il redescend la retraite de 65 à 64 ans. Mais bon, comme il dit tout et son contraire, on ne peut pas vraiment le croire. Marine Le Pen, elle peut faire peur parce qu'elle a quand même beaucoup travaillé. Elle a adapté également son discours. Je pense qu'il reste un discours caché, une volonté cachée qu'on ne connaît pas. Tous les deux, dans tous les cas, pour moi, seront dangereux pour la France et pour les 5 prochaines années. D'accord. Damien Cordu, alors, que pensez-vous de ces deux finalistes, Bonnet Blanc et Blanc Bonnet? Est-ce qu'on a un remake, je m'excuse pour l'anglophone, mais est-ce qu'on a un remake du deuxième tour de 2017? Est-ce que Marine Le Pen a progressé? Un remake, oui, ça c'est sûr. Et puis, moi, ce que je pense, c'est qu'en 2017, en fait, le second tour, c'était un référendum. Êtes-vous pour ou contre Madame Le Pen? C'était pas êtes-vous pour ou contre Monsieur Macron? Les Français ont répondu qu'ils étaient contre Madame Le Pen. Voilà. Alors, cette année, c'était un référendum, c'est pareil. Êtes-vous pour ou contre Madame Le Pen? Je pense, de mon point de vue, que le résultat sera le même. Nous verrons bien. Et après, effectivement, il y a l'influence des sondages. On peut quand même se poser la question. Les gens vont voter, mais ils savent en fait qui va gagner à l'avance, quoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à réformer à ce niveau-là? Je ne sais pas, moi. Qu'il n'y ait pas de sondage 15 jours avant l'élection ou une semaine, je ne sais pas. Mais je pense que les sondages ont influencé les élections, quelque part. Hein. Je ne dis pas que c'est truqué, pas du tout. Hein. Et je pense que ça influence. Et puis après, là, il y a le tapage médiatique, hein, quand même, là, sur le second tour. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de fond, il n'y a pas de débat. Hein. C'est en gros, on nous dit c'est soit le fascisme ou soit M. Macron. Voilà.
Donc les gens, je ne pense pas qu'il y ait un vrai débat et que le niveau soit très très élevé. Voilà. Effectivement, donc, effectivement certains s'interrogent sur le fait de continuer à donner des sondages 15 jours avant l'élection. Donc, c'est une idée à creuser. Pourquoi pas? Ensuite, moi, je fais aussi confiance quand même à l'intelligence politique des Français pour ne pas se laisser berner par les sondages. Maintenant, parce que ça aurait pu être à double tranchant, hein, effectivement, on aurait pu certains se dire un vote utile, et je reviens par exemple à Zemmour, en le voyant entre 17 et 18, et se dire, bon, ben, c'est lui le bon cheval, et donc allons voter Zemmour, et se retrouver avec un Zemmour au second tour. Mélenchon qui nous a quand même fait, alors, excusez-moi pour M. Montebourg de reprendre votre terme, mais qui a fait quand même une remontada. Donc, est-ce que c'est grâce au sondage ou est-ce que c'est grâce au travail de terrain qu'il aurait fait? Donc voilà, donc effectivement, les sondages peuvent être à double tranchant. Vous parliez de référendum, mais je vous rappelle que c'est un des ministres de M. Macron, si je ne dis pas de bêtises, qui a dit que cette élection présidentielle serait aussi un sondage sur l'avenir européen, hein. Donc, bon, ça pourrait être dangereux pour eux de partir sur ce sujet brûlant, mais ça se fera aussi l'objet de peut-être d'une future vidéo. Monsieur Harari, pour vous, que pensez-vous de ces deux finalistes? Moi, vous m'embarrassez, David, parce que bon, je pourrais lâchement répondre que le vote est un bulletin de secret et que je réserve en fait ma décision. Je vais être Ah, franc avec vous. je ne vous demande pas pour qui vous allez voter dimanche prochain. Moi, à titre personnel, je sais aussi pour qui je voterai et je sais que ça fera encore une fois beaucoup de sourires dans mon bureau de vote. Mais je ne vous demande pas pour qui vous allez voter, M. Harari. Voilà. Bon, je vais vous donner mon impression. Moi, il reste aux Français à se documenter, à s'informer, à lire, à écouter. Malheureusement, Damien Cornu l'a fort justement souligné, il n'y a pas de vraie campagne, il n'y a pas de vrai débat pour ce second tour. Et puis, les médias, comme tous les partis, sauf le Rassemblement national évidemment, se mobilisent contre le fascisme, la peste noire ou brune, etc. Bon, moi je trouve ça assez déplorable au niveau démocratique parce qu'il faut écouter les voix. On va avoir à décider du chef de l'État qui, selon la constitution de la Ve République, est un vrai chef avec d'énormes pouvoirs. Et on peut le virer, nous, le peuple, si on n'en est pas content. Alors moi, je vais quand même vous donner mon avis personnel, hein. Il me reste quelques possibilités. Soit voter Marine Le Pen, mais enfin, c'est pas, je ne la considère pas comme proche de nos idées bonapartistes. Il me reste l'abstention, mais ce n'est pas mon genre. Et puis, les truites ont déjà été pêchées dans ma rivière, il n'y a plus rien. Donc, j'irai voter. Il me reste quoi? Le bulletin blanc, ou alors, peut-être ce que j'ai compris, vous m'avez donné une idée, voter, pourquoi pas, pour Louis-Napoléon Bonaparte ou Murat. Pourquoi pas? Ça peut être un petit clin d'œil fort sympathique. Ça peut être un petit clin d'œil fort sympathique. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est à tous les Français le week-end prochain d'aller voter. On a encore cette chance. D'ailleurs, le mouvement de l'appel au peuple, si je ne dis pas de bêtises, porte son nom parce que ça a été, lors de sa création, le seul mouvement politique qui défendait justement le suffrage universel, l'élection du chef de l'État au suffrage universel et la tenue de référendum. Donc, je pense que l'appel au peuple serait mal placé pour dire aux gens d'aller à la pêche ou à la plage le week-end prochain. Donc, il faut aller voter en son âme et conscience, en connaissant les deux candidats. Il y en a un qui maintenant a un actif ou un passif. Il a déjà été président pendant 5 ans. Une candidate en face qui cette année nous montre qu'elle a un peu plus travaillé que d'habitude, mais jusqu'à quel point? Donc voilà, donc en tout cas, allez voter, répondez à l'appel au peuple, et n'oubliez pas qu'il y aura un troisième tour, hein. Les présidentielles ont 2 tours, mais il y aura un troisième tour qui sont les élections législatives. Donc nous referons d'ailleurs des vidéos à ce moment-là. Donc c'est là aussi où ça va se jouer. Moi, je vais me permettre de donner mon sentiment aussi. Le plus dur pour qui que soit le vainqueur dimanche soir prochain, ce sera la majorité à l'Assemblée nationale. Et ça pourrait être très compliqué pour l'un ou pour l'autre d'avoir une majorité pleine et entière à l'Assemblée nationale. Donc tout se jouera au moment des législatives, je le pense. Pour moi, nous avons fait ce soir une très bonne émission. Je vous en remercie à tous les trois. Je remercie mes 3 invités.
Madame Guibert, donc, qui sera candidate sur la 2e circonscription de la Haute-Garonne, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. C'est bien ça. Et donc, votez l'appel au peuple. Damien Cornu, donc nous serons sur la Haute-Savoie, donc candidat aussi aux prochaines élections législatives, avec un avantage d'être sur une terre qui fut républicaine au sens du parti politique et qui apparemment aujourd'hui amène certains avantages aux idées que vous défendez, parce que là aussi, il y aura de nombreux électeurs orphelins. Et M. François Harary, qui va être candidat, si je ne me trompe pas, sur la 8e circonscription de la Haute-Garonne. C'est exact, de Rieux à Luchon. Donc, une circonscription qui me tient à cœur, car c'est là où je suis originaire, c'est ce fameux Comminges dont je parle souvent. Et d'ailleurs, c'est peut-être un signe, il y a 146 ans, donc c'était pas hier, c'était il y a 146 ans, lors des élections législatives de 1876, pardon, le Comminges a envoyé 2 députés bonapartistes à l'Assemblée nationale, car à l'époque, le Comminges comprenait 2 circonscriptions. Donc, peut-être que nous vivrons un signe, M. Harary, pour vous, pour cette année. Je vous remercie en tout cas pour cette émission, pour ces échanges qui ont été très bons. Je remercie tous ceux qui vont nous visionner. Encore une fois, je vous le répète, n'oubliez pas, allez voter dimanche prochain. Et surtout, n'oubliez pas d'aider l'appel au peuple, le seul mouvement proche du peuple, de la gauche patriote à la droite nationale. Je vous remercie. Bonne soirée à tout le monde. Bonne Au soirée. revoir et merci, David. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.